Dinarzade se dédommagea cette nuit de la précédente. Elle se réveilla longtemps avant le jour et pria Scheherazade de raconter la suite de l'histoire du pêcheur et du génie, que le sultan souhaitait autant que Dinarzade d'entendre. « Je vais, répondit la sultane, contenter sa curiosité et la vôtre. » Alors, s'adressant à Schahriar, « Sire, poursuivit-elle, sitôt que le pêcheur eut fini l'histoire du roi grec et du médecin Douban, il en fit l'application au génie qu'il tenait toujours enfermé dans le vase. Si le roi grec, lui dit-il, eût voulu laisser vivre le médecin, Dieu l'aurait aussi laissé vivre lui-même, mais il rejeta ses plus humbles prières et Dieu l'en punit. Il en est de même de toi, ô génie. Si j'avais pu te fléchir et obtenir de toi la grâce que je te demandais, j'aurais présentement pitié de l'état où tu es. Mais puisque, malgré l'extrême obligation que tu m'avais de t'avoir mise en liberté, tu as persisté dans la volonté de me tuer, je dois à mon tour être impitoyable. Je vais, en te laissant dans ce vase et en te rejetant à la mer, t'ôter l'usage de la vie jusqu'à la fin des temps. C'est la vengeance que je prétends tirer de toi. Pécheur, mon ami, répondit le génie, je te conjure encore une fois de ne pas faire une si cruelle action. Songe qu'il n'est pas honnête de se venger, et qu'au contraire, il est louable de rendre le bien pour le mal. Ne me traite pas comme Imma traita autrefois Ateka. Et que fit Imma Ateka? Répliqua le pêcheur. Oh, si tu souhaites de le savoir, repartit le génie, ouvre-moi ce vase. Crois-tu que je sois en humeur de faire des comptes dans une prison si étroite? Je t'en ferai tant que tu voudras quand tu m'auras tiré d'ici. Non, dit le pêcheur, je ne te délivrerai pas, c'est trop raisonné. Je vais te précipiter au fond de la mer. Encore un mot, pêcheur, s'écria le génie. Je te promets de ne te faire aucun mal. Bien éloigné de cela, je t'enseignerai un moyen de devenir puissamment riche. L'espérance de se tirer de la pauvreté désarma le pêcheur. Je pourrais t'écouter, dit-il, s'il y avait quelque fond à faire sur ta parole. Jure-moi, par le grand nom de Dieu, que tu feras de bonne foi ce que tu dis, et je vais t'ouvrir ce vase. Je ne crois pas que tu sois assez hardi pour violer un pareil serment. Le génie le fit, et le pêcheur ôta aussitôt le couvercle du vase. Il en sortit à l'instant de la fumée, et le génie ayant repris sa forme de la même manière qu'auparavant, la première chose qu'il fit fut de jeter, d'un coup de pied, le vase dans la mer. Cette action effraya le pêcheur. « Génie, dit-il, qu'est-ce que cela signifie? Ne voulez-vous pas garder le serment que vous venez de faire? Et dois-je vous dire ce que le médecin Douban disait au roi grec? Laissez-moi vivre, et Dieu prolongera vos jours. » La crainte du pêcheur fit rire le génie, qui lui répondit. « Non, pêcheur, rassure-toi. Je n'ai jeté le vase que pour me divertir et voir si tu en serais alarmé, et pour te persuader que je te veux tenir parole. Prends tes filets et me suis. » En prononçant ces mots, il se mit à marcher devant le pêcheur qui, chargé de ses filets, le suivit avec quelque sorte de défiance. Ils passèrent devant la ville et montèrent au haut d'une montagne, d'où ils descendirent dans une vaste plaine qui les conduisit à un étang situé entre 4 collines. Lorsqu'ils furent arrivés au bord de l'étang, le génie dit au pêcheur « Jette tes filets et prends du poisson. » Le pêcheur ne douta point qu'il n'en prît, car il en vit une grande quantité dans l'étang. Mais ce qui le surprit extrêmement, c'est qu'il remarqua qu'il y en avait de 4 couleurs différentes, c'est-à-dire de blanc, de rouge, de bleu et de jaune. Il jeta ses filets et en amena 4, dont chacun était d'une de ces couleurs. Comme il n'en avait jamais vu de pareils, il ne pouvait se lasser de les admirer. Et jugeant qu'il pourrait en tirer une somme assez considérable, il en avait beaucoup de joie. « Emporte ces poissons, lui dit le génie, et va les présenter à ton sultan. Il t'en donnera plus d'argent que tu n'en as manié en toute ta vie. Tu pourras venir tous les jours pêcher en cet étang, mais je t'avertis de ne jeter tes filets qu'une fois chaque jour. Autrement, il t'en arrivera du mal. Prends-y garde. C'est l'avis que je te donne. Si tu le suis exactement, tu t'en trouveras bien. » En disant cela, il frappa du pied la terre qui s'ouvrit,
et se referma après l'avoir englouti. Le pêcheur, résolu à suivre de point en point les conseils du génie, se garda bien de jeter une seconde fois ses filets. Il reprit le chemin de la ville, fort content de sa pêche, et faisant 1000 réflexions sur son aventure. Il alla droit au palais du sultan pour lui présenter ses poissons. « Mais sire, dit Scheherazade, j'aperçois le jour, il faut que je m'arrête en cet endroit. »« Ma sœur, dit alors Dinarzade, que les derniers événements que vous venez de raconter sont surprenants. J'ai de la peine à croire que vous puissiez désormais nous en apprendre d'autres qui le soient davantage. »« Ma chère sœur, répondit la sultane, si le sultan mon maître me laisse vivre jusqu'à demain, je suis persuadée que vous trouverez la suite de l'histoire du pêcheur encore plus merveilleuse que le commencement et incomparablement plus agréable. Schahriar, curieux de voir si le reste de l'histoire du pêcheur était tel que la sultane le promettait, différa encore l'exécution de la loi cruelle qu'il s'était faite. 19e nuit. Vers la fin de la 19e nuit, Dinarzade appela la sultane et lui dit « Ma sœur, je suis dans une extrême impatience d'entendre la suite de l'histoire du pêcheur. Racontez-nous-la en attendant que le jour paraisse. » Scheherazade, avec la permission du sultan, la reprit aussitôt de cette sorte. « Sire, je laisse à penser à votre majesté quelle fut la surprise du sultan lorsqu'il vit les 4 poissons que le pêcheur lui présenta. Il les prit l'un après l'autre pour les considérer avec attention. Et après les avoir admirés assez longtemps, « Prenez ces poissons, dit-il à son premier vizir, et les portez à l'habile cuisinière que l'empereur des Grecs m'a envoyée. Je m'imagine qu'ils ne seront pas moins bons qu'ils sont beaux. » Le vizir les porta lui-même à la cuisinière et les lui remettant entre les mains. « Voilà, lui dit-il, 4 poissons qu'on vient d'apporter au sultan. Il vous ordonne de les lui apprêter. » Après s'être acquitté de cette commission, il retourna vers le sultan son maître, qui le chargea de donner au pêcheur 400 pièces d'or de sa monnaie, ce qu'il exécuta très fidèlement. Le pêcheur, qui n'avait jamais possédé une si grande somme à la fois, concevait à peine son bonheur et le regardait comme un songe. Mais il connut dans la suite qu'il était réel par le bon usage qu'il en fit, en l'employant aux besoins de sa famille. « Mais sire, poursuivit Scheherazade, après vous avoir parlé du pêcheur, il faut vous parler aussi de la cuisinière du sultan, que nous allons trouver dans un grand embarras. D'abord qu'elle eut nettoyé les poissons que le vizir lui avait donnés, elle les mit sur le feu dans une casserole, avec de l'huile pour les frire. Lorsqu'elle les crut assez cuits d'un côté, elle les tourna de l'autre. Mais, ô prodige inouï, à peine furent-ils tournés que le mur de la cuisine s'entr'ouvrit. Il en sortit une jeune dame, d'une beauté admirable et d'une taille avantageuse. Elle était habillée d'une étoffe de satin à fleurs, façon d'Égypte, avec des pendants d'oreilles, un collier de grosses perles, des bracelets d'or garnis de rubis, et elle tenait une baguette de myrte à la main. Elle s'approcha de la casserole, au grand étonnement de la cuisinière, qui demeura immobile à cette vue, et frappant un des poissons du bout de sa baguette. « Poisson, poisson, lui dit-elle, es-tu dans ton devoir ?» Le poisson n'ayant rien répondu, elle répéta les mêmes paroles, et alors, les 4 poissons levèrent la tête tous ensemble et lui dirent très distinctement « Oui, oui, si vous comptez, nous comptons. Si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres. Si vous fuyez, nous vainquons, et nous sommes contents. » Dès qu'ils eurent achevé ces mots, la jeune dame renversa la casserole et rentra dans l'ouverture du mur, qui se referma aussitôt et se remit dans le même état où il était auparavant. La cuisinière, que toutes ces merveilles avaient épouvantée, étant revenue de sa frayeur, alla relever les poissons qui étaient tombés sur la braise. Mais elle les trouva plus noirs que du charbon et hors d'état d'être servis au sultan. Elle en eut une vive douleur, et se mettant à pleurer de toute sa force. « Hélas, disait-elle, que vais-je devenir? Quand je conterai au sultan ce que j'ai vu, je suis assurée qu'il ne me croira point. Dans quelle colère ne sera-t-il pas contre moi ?» Pendant qu'elle s'affligeait ainsi, le grand vizir entra et lui demanda si les poissons étaient prêts. Elle lui raconta tout ce qui était arrivé, et ce récit, comme on peut le penser, l'étonna fort. Mais sans en parler au sultan, il inventa une excuse qui le contenta. Cependant, il envoya chercher le pêcheur à l'heure même, et quand il fut arrivé, « Pêcheur, lui dit-il,
Apporte-moi 4 autres poissons qui soient semblables à ceux que tu as déjà apportés. Car il est survenu certains malheurs qui a empêché qu'on ne les ait servis au sultan. » Le pêcheur ne lui dit pas ce que les génies lui avaient recommandé, mais pour se dispenser de fournir ce jour-là les poissons qu'on lui demandait, il s'excusa sur la longueur du chemin et promit de les apporter le lendemain matin. Effectivement, le pêcheur partit durant la nuit et se rendit à l'étang. Il y jeta ses filets et, les ayant retirés, il y trouva 4 poissons qui étaient, comme les autres, chacun d'une couleur différente. Il s'en retourna aussitôt et les porta au grand vizir dans le temps qu'il les lui avait promis. Ce ministre les prit et les porta lui-même encore dans la cuisine, où il s'enferma seul avec la cuisinière, qui commença à les habiller devant lui et qui les mit sur le feu, comme elle avait fait pour les 4 autres le jour précédent. Lorsqu'ils furent cuits d'un côté et qu'elle les eut tournés de l'autre, le mur de la cuisine s'entr'ouvrit encore, et la même dame apparut, sa baguette à la main. Elle s'approcha de la casserole, frappa un des poissons, lui adressa les mêmes paroles, et ils lui firent tous la même réponse en levant la tête. « Mais sire, ajouta Scheherazade en se reprenant, voilà le jour qui paraît et qui m'empêche de continuer cette histoire. Les choses que je viens de vous dire sont, à la vérité, très singulières. Mais si je suis en vie demain, je vous en dirai d'autres qui sont encore plus dignes de votre attention. » Schahriar, jugeant bien que la suite devait être fort curieuse, résolut de l'entendre la nuit suivante. 20e nuit. « Ma chère sœur, s'écria Dinarzade, suivant sa coutume, je vous prie de poursuivre et d'achever le beau conte du pêcheur. » La sultane prit aussitôt la parole et parla en ces termes. « Sire, après que les 4 poissons eurent répondu à la jeune dame, elle renversa encore la casserole d'un coup de baguette et se retira dans le même endroit de la muraille d'où elle était sortie. Le grand vizir, ayant été témoin de ce qui s'était passé, « Cela est trop surprenant, dit-il, et trop extraordinaire pour en faire un mystère au sultan. Je vais de ce pas l'informer de ce prodige. » En effet, il l'alla retrouver et lui en fit un rapport fidèle. Le sultan, fort surpris, marqua beaucoup d'empressement de voir cette merveille. Pour cet effet, il envoya chercher le pêcheur. « Mon ami, lui dit-il, ne pourrais-tu pas m'apporter encore 4 poissons de diverses couleurs ?» Le pêcheur répondit au sultan que si sa majesté voulait lui accorder 3 jours pour faire ce qu'elle désirait, il se promettait de la contenter. Les ayant obtenus, il alla à l'étang pour la 3e fois, et il ne fut pas moins heureux que les 2 autres, car du premier coup de filet, il prit 4 poissons de couleurs différentes. Il ne manqua pas de les porter à l'heure même au sultan, qui en eut d'autant plus de joie qu'il ne s'attendait pas à les avoir si tôt, et qui lui fit donner encore 400 pièces de sa monnaie. D'abord que le sultan eut les poissons, il les fit porter dans son cabinet avec tout ce qui était nécessaire pour les faire cuire. Là, s'étant enfermé avec son grand vizir, ce ministre les habilla, les mit ensuite sur le feu dans une casserole, et quand ils furent cuits d'un côté, il les tourna de l'autre. Alors, le mur du cabinet s'entr'ouvrit. Mais au lieu de la jeune dame, ce fut un noir qui en sortit. Ce noir avait un habillement d'esclave. Il était d'une grosseur et d'une grandeur gigantesque et tenait un gros bâton de verre à la main. Il s'avança jusqu'à la casserole et touchant de son bâton un des poissons, il lui dit d'une voix terrible : « Poisson, poisson, es-tu dans ton devoir ?» À ces mots, les poissons levèrent la tête et répondirent : « Oui, oui, nous y sommes. Si vous comptez, nous comptons. Si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres. Si vous fuyez, nous vainquons, et nous sommes contents. » Les poissons eurent à peine achevé ces paroles que le noir renversa la casserole au milieu du cabinet et réduisit les poissons en charbon. Cela étant fait, il se retira fièrement et rentra dans l'ouverture du mur qui se referma et qui parut dans le même état qu'auparavant. « Après ce que je viens de voir, dit le sultan à son grand vizir, il ne me sera pas possible d'avoir l'esprit en repos. Ces poissons, sans doute, signifient quelque chose d'extraordinaire dont je veux être éclairci. » Il envoya chercher le pêcheur, on le lui amena. « Pêcheur, lui dit-il, les poissons que tu nous as apportés me causent bien de l'inquiétude.
En quel endroit les as-tu pêchés ? Sire, répondit-il, je les ai pêchés dans un étang qui est situé entre 4 collines, au-delà de la montagne que l'on voit d'ici. Connaissez-vous cet étang ? Dit le sultan au vizir. Non, sire, répondit le vizir. Je n'en ai jamais ouï parler. Il y a pourtant 60 ans que je chasse aux environs et au-delà de cette montagne. Le sultan demanda au pêcheur à quelle distance de son palais était l'étang. Le pêcheur assura qu'il n'y avait pas plus de 3 heures de chemin. Sur cette assurance, et comme il restait encore assez de jours pour y arriver avant la nuit, le sultan commanda à toute sa cour de monter à cheval, et le pêcheur leur servit de guide. Ils montèrent tous la montagne, et à la descente, ils virent, avec beaucoup de surprise, une vaste plaine que personne n'avait remarquée jusqu'alors. Enfin, ils arrivèrent à l'étang, qu'ils trouvèrent effectivement situé entre 4 collines, comme le pêcheur l'avait rapporté. L'eau en était si transparente qu'ils remarquèrent que tous les poissons étaient semblables à ceux que le pêcheur avait apportés au palais. Le sultan s'arrêta sur le bord de l'étang, et après avoir quelque temps regardé les poissons avec admiration, il demanda à ses émirs et à tous les courtisans s'il était possible qu'ils n'eussent pas encore vu cet étang, qui était si peu éloigné de la ville. Ils lui répondirent qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. « Puisque vous convenez tous, leur dit-il, que vous n'en avez jamais ouï parler, et que je ne suis pas moins étonné que vous de cette nouveauté, je suis résolu à ne pas rentrer dans mon palais que je n'ai su pour quelle raison cet étang se trouve ici, et pourquoi il n'y a dedans que des poissons de 4 couleurs. » Après avoir dit ces paroles, il ordonna de camper, et aussitôt son pavillon et les tentes de sa maison furent dressés sur les bords de l'étang. À l'entrée de la nuit, le sultan, retiré sous son pavillon, parla en particulier à son grand vizir et lui dit « Vizir, j'ai l'esprit dans une étrange inquiétude. Cet étang, transporté dans ces lieux, ce noir qui nous est apparu dans mon cabinet, ces poissons que nous avons entendu parler, tout cela irrite tellement ma curiosité que je ne puis résister à l'impatience de la satisfaire. Pour cet effet, je médite un dessein que je veux absolument exécuter. Je vais seul m'éloigner de ce camp. Je vous ordonne de tenir mon absence secrète. Demeurez sous mon pavillon. Et demain matin, quand mes émirs et mes courtisans se présenteront à l'entrée, renvoyez-les, en leur disant que j'ai une légère indisposition et que je veux être seul. Les jours suivants, vous continuerez de leur dire la même chose jusqu'à ce que je sois de retour. » Le grand vizir dit plusieurs choses au sultan pour tâcher de le détourner de son dessein. Il lui présenta le danger auquel il s'exposait et la peine qu'il allait prendre peut-être inutilement. Mais il eut beau épuiser son éloquence, le sultan ne renonça point à sa résolution et se prépara à l'exécuter. Il prit un habillement commode pour marcher à pied. Il se munit d'un sabre, et dès qu'il vit que tout était tranquille dans son camp, il partit, sans être accompagné de personne. Il tourna ses pas vers une des collines, qu'il monta sans beaucoup de peine. Il en trouva la descente encore plus aisée, et lorsqu'il fut dans la plaine, il marcha jusqu'au lever du soleil. Alors, apercevant de loin devant lui un grand édifice, il s'en réjouit, dans l'espérance d'y pouvoir apprendre ce qu'il voulait savoir. Quand il en fut prêt, il remarqua que c'était un palais magnifique, ou plutôt un château très fort, d'un beau marbre noir poli, et couvert d'un acier fin et uni, comme une glace de miroir. Ravi de n'avoir pas été longtemps sans rencontrer quelque chose digne de sa curiosité, il s'arrêta devant la façade du château et la considéra avec beaucoup d'attention. Il s'avança ensuite jusqu'à la porte, qui était à 2 battants, dont l'un était ouvert. Quoiqu'il fût libre d'entrer, il crut néanmoins devoir frapper. Il frappa un coup assez légèrement et attendit quelque temps. Ne voyant venir personne, il s'imagina qu'on ne l'avait pas entendu. C'est pourquoi il frappa un second coup, plus fort. Mais ne voyant ni n'entendant personne, il redoubla. Personne ne parut encore. Cela le surprit extrêmement, car il ne pouvait penser qu'un château si bien entretenu fût abandonné. « S'il n'y a personne, se disait-il en lui-même, je n'ai rien à craindre. Et s'il y a quelqu'un, j'ai de quoi me défendre. » Enfin, le sultan entra,
et s'avançant sous le vestibule. « N'y a-t-il personne ici ?» s'écria-t-il, « pour recevoir un étranger qui aurait besoin de se rafraîchir en passant ?» Il répéta la même chose 2 ou 3 fois, mais, quoiqu'il parlât fort haut, personne ne lui répondit. Ce silence augmenta son étonnement. Il passa dans une cour très spacieuse, et regardant de tous côtés pour voir s'il ne découvrirait pas quelqu'un, il n'aperçut pas le moindre être vivant. « Mais sire, dit Scheherazade en cet endroit, le jour qui paraît vient m'imposer silence. »« Ah, ma sœur, dit Dinarzade, vous nous laissez au plus bel endroit. »« Il est vrai, répondit la sultane, mais ma sœur, vous en voyez la nécessité. Il ne tiendra qu'au sultan mon seigneur que vous entendiez le reste demain. » Ce ne fut pas tant pour faire plaisir à Dinarzade que Schahriar laissa vivre encore la sultane, que pour contenter la curiosité qu'il avait d'apprendre ce qui se passerait dans le château. 21e nuit. Dinarzade ne fut pas paresseuse à réveiller la sultane sur la fin de cette nuit. « Ma chère sœur, lui dit-elle, je vous prie de nous raconter ce qui se passa dans ce beau château où vous nous laissâtes hier. » Scheherazade reprit aussitôt le conte du jour précédent, et s'adressant toujours à Schahriar, « Sire, dit-elle, le sultan, ne voyant donc personne dans la cour où il était, entra dans de grandes salles, dont les tapis de pied étaient de soie, les estrades et les sofas couverts d'étoffes de la Méquée, et les portières des plus riches étoffes des Indes, relevées d'or et d'argent. Il passa ensuite dans un salon merveilleux, au milieu duquel il y avait un grand bassin, avec un lion d'or massif à chaque coin. Les 4 lions jetaient de l'eau par la gueule, et cette eau, en tombant, formait des diamants et des perles. Ce qui n'accompagnait pas mal un jet d'eau qui, s'élançant du milieu du bassin, allait presque frapper le fond d'un dôme peint à l'arabesque. Le château, de 3 côtés, était environné d'un jardin, que les parterres, les pièces d'eau, les bosquets et 1000 autres agréments concouraient à embellir. Et ce qui achevait de rendre ce lieu admirable, c'était une infinité d'oiseaux qui remplissaient l'air de leurs chants harmonieux et qui y faisaient toujours leur demeure, parce que des fils tendus au-dessus des arbres et du palais les empêchaient de sortir. Le sultan se promena longtemps d'appartement en appartement, où tout lui parut grand et magnifique. Lorsqu'il fut las de marcher, il s'assit dans un cabinet ouvert qui avait vue sur le jardin. Et là, rempli de tout ce qu'il avait déjà vu et de tout ce qu'il voyait encore, il faisait des réflexions sur tous ces différents objets, quand tout à coup une voix plaintive, accompagnée de cris lamentables, vint frapper son oreille. Il écouta avec attention, et il entendit distinctement ces tristes paroles. « Ô fortune, qui n'a pu me laisser jouir longtemps d'un heureux sort, et qui m'a rendu le plus infortuné de tous les hommes, cesse de me persécuter et viens, par une prompte mort, mettre fin à mes douleurs. Hélas, est-il possible que je sois encore en vie après tous les tourments que j'ai soufferts ?» Le sultan, touché par cette triste plainte, se leva pour aller du côté d'où elles étaient parties. Lorsqu'il fut à la porte d'une grande salle, il ouvrit la portière et vit un jeune homme bien fait et très richement vêtu, qui était assis sur un trône un peu élevé de terre. La tristesse était peinte sur son visage. Le sultan s'approcha de lui et le salua. Le jeune homme lui rendit son salut en lui faisant une inclination de tête fort basse, et comme il ne se levait pas, « Seigneur, dit-il au sultan, je juge bien que vous méritez que je me lève pour vous recevoir et vous rendre tous les honneurs possibles, mais une raison si forte s'y oppose que vous ne devez pas m'en savoir mauvais gré. »« Seigneur, lui répondit le sultan, je vous suis fort obligé de la bonne opinion que vous avez de moi. Quant au sujet que vous avez de ne pas vous lever, quelle que puisse être votre excuse, je la reçois de fort bon cœur. Attiré par vos plaintes, pénétré de vos peines, je viens vous offrir mon secours. Plût à Dieu qu'il dépendît de moi d'apporter du soulagement à vos maux, je m'y emploierai de tout mon pouvoir. Je me flatte que vous voudrez bien me raconter l'histoire de vos malheurs, mais de grâce, apprenez-moi auparavant ce que signifie cet étang qui est près d'ici,
et où l'on voit des poissons de 4 couleurs différentes. Ce que c'est que ce château? Pourquoi vous vous y trouvez? Et d'où vient que vous y êtes seul? Au lieu de répondre à ces questions, le jeune homme se mit à pleurer amèrement. Que la fortune est inconstante, s'écria-t-il. Elle se plaît à abaisser les hommes qu'elle a élevés. Où sont ceux qui jouissent tranquillement d'un bonheur qu'ils tiennent d'elle, et dont les jours sont toujours purs et sereins? Le sultan, ému de compassion et de le voir en cet état, le pria très instamment de lui dire le sujet d'une si grande douleur. « Hélas, Seigneur, lui répondit le jeune homme, comment pourrais-je ne pas être affligé, et le moyen que mes yeux ne soient pas des sources intarissables de larmes ?» À ces mots, ayant levé sa robe, il fit voir au sultan qu'il n'était homme que depuis la tête jusqu'à la ceinture, et que l'autre moitié de son corps était de marbre noir. En cet endroit, Scheherazade interrompit son discours pour faire remarquer au sultan des Indes que le jour paraissait. Shahriar fut tellement charmé de ce qu'il venait d'entendre, et il se sentit si fort attendri en faveur de Scheherazade, qu'il résolut de la laisser vivre pendant un mois. Il se leva néanmoins, à son ordinaire, sans lui parler de sa résolution. 22e nuit. Dinarzade avait tant d'impatience d'entendre la suite du conte de la nuit précédente qu'elle appela sa sœur de fort bonne heure, en la suppliant de continuer le merveilleux conte qu'elle n'avait pu achever la veille. « J'y consens, répond la sultane. « Écoutez-moi. » Vous jugez bien, poursuivit-elle, que le sultan fut étrangement étonné quand il vit l'état déplorable où était le jeune homme. « Ce que vous montrez là, lui dit-il, en me donnant de l'horreur, irrite ma curiosité. Je brûle d'apprendre votre histoire, qui doit être sans doute fort étrange, et je suis persuadée que l'étang et les poissons y ont quelque part. Ainsi, je vous conjure de me la raconter. Vous y trouverez quelque sorte de consolation, puisqu'il est certain que les malheureux trouvent une espèce de soulagement à conter leurs malheurs. » « Je ne veux pas vous refuser cette satisfaction, repartit le jeune homme, quoique je ne puisse vous la donner sans renouveler mes vives douleurs. Mais je vous avertis par avance de préparer vos oreilles, votre esprit et vos yeux même à des choses qui surpassent tout ce que l'imagination peut concevoir de plus extraordinaire. Histoire du jeune roi des îles Noires. Vous saurez, Seigneur, continua-t-il, que mon père, qui s'appelait Mahmoud, était roi de cet État. C'est le royaume des îles Noires, qui prend son nom des 4 petites montagnes voisines, car ces montagnes étaient ci-devant des îles. Et la capitale où le roi, mon père, faisait son séjour, était dans l'endroit où est présentement cet étang que vous avez vu. La suite de mon histoire vous instruira de tous ces changements. Le roi mon père mourut à l'âge de 70 ans. Je n'eus pas plutôt pris sa place que je me mariai, et la personne que je choisis pour partager la dignité royale avec moi était ma cousine. J'eus tout lieu d'être content des marques d'amour qu'elle me donna, et de mon côté, je conçus pour elle tant de tendresse que rien n'était comparable à notre union, qui dura 5 années. Au bout de ce temps-là, je m'aperçus que la reine, ma cousine, n'avait plus de goût pour moi. Un jour qu'elle était au bain, l'après-dîner, je me sentis une envie de dormir et je me jetai sur un sofa. 2 de ces femmes qui se trouvèrent alors dans ma chambre vinrent s'asseoir, l'une à ma tête et l'autre à mes pieds, avec un éventail à la main, tant pour modérer la chaleur que pour me garantir des mouches qui auraient pu troubler mon sommeil. Elles me croyaient endormie et elles s'entretenaient tout bas. Mais j'avais seulement les yeux fermés et je ne perdis pas une parole de leur conversation. Une de ces femmes dit à l'autre « N'est-il pas vrai que la reine a grand tort de ne pas aimer un prince aussi aimable que le nôtre ?»« Assurément, répondit la seconde. Pour moi, je n'y comprends rien et je ne sais pourquoi elle sort toutes les nuits et le laisse seul. Est-ce qu'il ne s'en aperçoit pas ?»« Eh, comment voudrais-tu qu'il s'en aperçût ?» reprit la première. Elle mêle tous les soirs dans sa boisson le suc d'une certaine herbe qui le fait dormir toute la nuit d'un sommeil si profond qu'elle a le temps d'aller où il lui plaît. Et à la pointe du jour, elle vient se recoucher auprès de lui,
Alors elle le réveille en lui passant sous le nez une certaine odeur. Jugez, Seigneur, de ma surprise à ce discours et des sentiments qu'il m'inspira. Néanmoins, quelque émotion qu'il pût me causer, j'eus assez d'empire sur moi pour dissimuler. Je fis semblant de m'éveiller et de n'avoir rien entendu. La reine revint du bain, nous soupâmes ensemble, et avant que de nous coucher, elle me présenta elle-même la tasse pleine d'eau que j'avais coutume de boire. Mais au lieu de la porter à ma bouche, je m'approchai d'une fenêtre qui était ouverte et je jetai l'eau si adroitement qu'elle ne s'en aperçut pas. Je lui remis ensuite la tasse entre les mains, afin qu'elle ne doutât point que je n'eusse bu. Nous nous couchâmes ensuite, et bientôt après, croyant que je m'étais endormie, quoique je ne le fusse pas, elle se leva avec si peu de précaution qu'elle dit assez haut : « Dors, et puisses-tu ne te réveiller jamais !» Elle s'habilla promptement et sortit de la chambre. En achevant ces mots, Scheherazade, s'étant aperçue qu'il était jour, cessa de parler. Dinarzade n'avait écouté sa sœur avec beaucoup de plaisir. Schahriar trouvait l'histoire du roi des îles Noires si digne de sa curiosité qu'il se leva, fort impatient d'en apprendre la suite la nuit suivante. 23e nuit. 1 heure avant le jour, Dinarzade, s'étant réveillée, ne manqua pas de prier la sultane, sa chère sœur, de continuer l'histoire du jeune roi des 4 îles Noires. Scheherazade, rappelant aussitôt dans sa mémoire l'endroit où elle en était restée, la reprit en ces termes. D'abord que la reine ma femme fut sortie, poursuivit le roi des îles Noires, je me levai et m'habillai à la hâte. Je pris mon sabre et la suivis de si près que je l'entendis bientôt marcher devant moi. Alors, réglant mes pas sur les siens, je marchai doucement de peur d'en être entendu. Elle passa par plusieurs portes, qui s'ouvrirent par la vertu de certaines paroles magiques qu'elle prononça. Et la dernière qui s'ouvrit fut celle du jardin où elle entra. Je m'arrêtai à cette porte, afin qu'elle ne pût m'apercevoir pendant qu'elle traversait un parterre. Et la conduisant des yeux, autant que l'obscurité me le permettait, je remarquai qu'elle entra dans un petit bois dont les allées étaient bordées de palissades fort épaisses. Je m'y rendis par un autre chemin, et me glissant derrière la palissade d'une allée assez longue, je la vis, qui se promenait avec un homme. Je ne manquai pas de prêter une oreille attentive à leur discours, et voici ce que j'entendis. « Je ne mérite pas, disait la reine à son amant, le reproche que vous me faites de n'être pas assez diligente. Vous savez bien la raison qui m'en empêche. Mais si toutes les marques d'amour que je vous ai données jusqu'à présent ne suffisent pas pour vous persuader de ma sincérité, je suis prête à vous en donner de plus éclatantes. Vous n'avez qu'à commander. Vous savez quel est mon pouvoir. Je vais, si vous le souhaitez, avant que le soleil se lève, changer cette grande ville et ce beau palais en des ruines affreuses qui ne seront habitées que par des loups, des hiboux et des corbeaux. Voulez-vous que je transporte toutes les pierres de ces murailles, si solidement bâties, au-delà du mont Caucase et hors des bornes du monde habitable? Vous n'avez qu'à dire un mot, et tous ces lieux vont changer de face. » Comme la reine achevait ces paroles, son amant et elle, se trouvant au bout de l'allée, tournèrent pour entrer dans une autre et passèrent devant moi. J'avais déjà tiré mon sabre, et comme l'amant était de mon côté, je le frappai sur le cou et le renversai par terre. Je crus l'avoir tué, et dans cette opinion, je me retirai brusquement, sans me faire connaître à la reine, que je voulus épargner, à cause qu'elle était ma parente. Cependant, le coup que j'avais porté à son amant était mortel, mais elle lui conserva la vie par la force de ses enchantements, de manière toutefois qu'on peut dire de lui qu'il n'est ni mort ni vivant. Comme je traversais le jardin pour regagner le palais, j'entendis la reine qui poussait de grands cris. Et jugeant par là de sa douleur, je me sus bon gré de lui avoir laissé la vie. Lorsque je fus rentré dans mon appartement, je me recouchai. Et satisfait d'avoir puni le téméraire qui m'avait offensé, je m'endormis. En me réveillant le lendemain, je trouvai la reine couchée auprès de moi. Scheherazade fut obligée de s'arrêter en cet endroit parce qu'elle vit paraître le jour. « Bon Dieu, ma sœur, dit alors Dinarzade, je suis bien fâchée que vous n'en puissiez pas dire davantage. »« Ma sœur, répondit la sultane,
Vous deviez me réveiller de meilleure heure, c'est votre faute. Je la réparerai, s'il plaît à Dieu, la nuit prochaine, répliqua Dinarzade, car je ne doute pas que le sultan n'ait autant d'envie que moi de savoir la fin de cette histoire, et j'espère qu'il aura la bonté de vous laisser vivre encore jusqu'à demain. 24e nuit. Effectivement, Dinarzade, comme elle se l'était promis, appela de très bonne heure la sultane, par l'extrême envie de lui entendre achever l'agréable histoire du roi des îles Noires, et de savoir comment il fut changé en marbre. « Vous allez l'apprendre, répondit Scheherazade, avec la permission du sultan. Je trouvai donc la reine couchée auprès de moi, continua le roi des 4 îles Noires. Je ne vous dirai point si elle dormait ou non, mais je me levai sans faire de bruit, et je passai dans mon cabinet où j'achevais de m'habiller. J'allai ensuite tenir mon conseil. Et à mon retour, la reine, habillée de deuil, les cheveux épars et en partie arrachés, vint se présenter devant moi. « Sire, me dit-elle, je viens supplier votre majesté de ne pas trouver étrange que je sois dans l'état où je suis. 3 nouvelles affligeantes que je viens de recevoir en même temps sont la juste cause de la vive douleur dont vous ne voyez que les faibles marques. »« Et quelles sont ces nouvelles, madame ?» lui dis-je. « La mort de la reine, ma chère mère, me répondit-elle, celle du roi, mon père, tué dans une bataille, et celle d'un de mes frères qui est tombé dans un précipice. » Je ne fus pas fâchée qu'elle prît ce prétexte pour cacher le véritable sujet de son affliction, et je jugeai qu'elle ne me soupçonnait pas d'avoir tué son amant. « Madame, lui dis-je, loin de blâmer votre douleur, je vous assure que j'y prends toute la part que je dois. Je serais extrêmement surpris que vous fussiez insensible à la perte que vous avez faite. Pleurez. Vos larmes sont d'infaillibles marques de votre excellent naturel. J'espère néanmoins que le temps et la raison pourront apporter de la modération à vos déplaisirs. » Elle se retira dans son appartement où, se livrant sans réserve à ses chagrins, elle passa une année entière à pleurer et à s'affliger. Au bout de ce temps-là, elle me demanda la permission de faire bâtir le lieu de sa sépulture dans l'enceinte du palais, où elle voulait, disait-elle, demeurer jusqu'à la fin de ses jours. Je le lui permis, et elle fit bâtir un palais superbe, avec un dôme qu'on peut voir d'ici. Elle l'appela le palais des larmes. Quand il fut achevé, elle y fit porter son amant, qu'elle avait fait transporter où elle avait jugé à propos, la même nuit que je l'avais blessé. Elle l'avait empêché de mourir jusqu'alors par des breuvages qu'elle lui avait fait prendre, et elle continua de lui en donner et de les lui porter elle-même tous les jours, dès qu'il fut au palais des larmes. Cependant, avec tous ses enchantements, elle ne pouvait guérir ce malheureux. Il était non seulement hors d'état de marcher et de se soutenir, mais il avait encore perdu l'usage de la parole, et il ne donnait aucun signe de vie, que par ses regards. Quoique la reine n'eût que la consolation de le voir et de lui dire tout ce que son fol amour pouvait lui inspirer de plus tendre et de plus passionné, elle ne laissait pas de lui rendre chaque jour 2 visites assez longues. J'étais bien informée de tout cela, mais je feignais de l'ignorer. Un jour, j'allai par curiosité au palais des larmes, pour savoir quelle y était l'occupation de cette princesse. Et d'un endroit où je ne pouvais être vue, je l'entendis parler dans ces termes à son amant. « Je suis dans la dernière affliction de vous voir en l'état où vous êtes. Je ne sens pas moins vivement que vous-même les maux cuisants que vous souffrez. Mes chères âmes, je vous parle toujours et vous ne me répondez pas. Jusqu'à quand garderez-vous le silence? Dites un mot seulement. Hélas, les plus doux moments de ma vie sont ceux que je passe ici, à partager vos douleurs. Je ne puis vivre éloignée de vous et je préférerais le plaisir de vous voir sans cesse à l'empire de l'univers. » À ce discours, qui fut plus d'une fois interrompu par ses soupirs et ses sanglots, je perdis enfin patience. Je me montrai, et m'approchant d'elle, « Madame, lui dis-je, c'est assez pleuré. Il est temps de mettre fin à une douleur qui nous déshonore tous deux. C'est trop oublier ce que vous me devez et ce que vous vous devez à vous-même. »
Sire, me répondit-elle, s'il vous reste encore quelque considération, ou plutôt quelque complaisance pour moi, je vous supplie de ne pas me contraindre. Laissez-moi m'abandonner à mes chagrins mortels. Il est impossible que le temps les diminue. Quand je vis que mes discours, au lieu de la faire entrer en son devoir, ne servaient qu'à irriter sa fureur, je cessai de lui parler et me retirai. Elle continua de visiter tous les jours son amant, et durant 2 années entières, elle ne fit que se désespérer. J'allai une seconde fois au Palais des Larmes pendant qu'elle y était. Je me cachai encore, et j'entendis qu'elle disait à son amant « Il y a 3 ans que vous ne m'avez pas dit une seule parole, et que vous ne répondez point aux marques d'amour que je vous donne par mes discours et mes gémissements. Est-ce par insensibilité ou par mépris? Oh, tombeau! Aurais-tu détruit cet excès de tendresse qu'il avait pour moi? Aurais-tu fermé ces yeux qui me montraient tant d'amour et qui faisaient toute ma joie? Non, non, je n'en crois rien. Dis-moi plutôt par quel miracle tu es devenu le dépositaire du plus rare trésor qui fut jamais. Je vous avoue, Seigneur, que je fus indignée de ces paroles, car enfin, cet amant chéri, ce mortel adoré, n'était pas tel que vous pourriez vous l'imaginer. C'était un Indien noir, originaire de ces pays. Je fus, dis-je, tellement indignée de ce discours que je me montrai brusquement, et apostrophant le même tombeau. « Oh, tombeau !» m'écriai-je, « que n'engloutis-tu pas ce monstre qui fait horreur à la nature, ou plutôt, que ne consumes-tu pas l'amant et la maîtresse ?» J'eus à peine achevé ces mots que la reine, qui était assise auprès du noir, se leva comme une furie. « Ah, cruel !» me dit-elle, « c'est toi qui causes ma douleur. Ne pense pas que je l'ignore, je ne l'ai que trop longtemps dissimulé. C'est ta barbare main qui a mis l'objet de mon amour dans l'état pitoyable où il est, et tu as la dureté de venir insulter une amante au désespoir. »« Oui, c'est moi, interrompis-je, transporté de colère. C'est moi qui ai châtié ce monstre comme il le méritait. Je devais te traiter de la même manière, je me repens de ne l'avoir pas fait, et il y a trop longtemps que tu abuses de ma bonté. » En disant cela, je tirai mon sabre et je levai le bras pour la punir. Mais regardant tranquillement mon action, « Modère ton courroux !» me dit-elle avec un sourire moqueur. En même temps, elle prononça des paroles que je n'entendis point, et puis elle ajouta « Par la vertu de mes enchantements, je te commande de devenir tout à l'heure moitié marbre et moitié homme. » Aussitôt, Seigneur, je devins tel que vous me voyez, déjà mort parmi les vivants et vivant parmi les morts. Scheherazade, en cet endroit, ayant remarqué qu'il était jour, cessa de poursuivre son conte. 25e nuit. Sur la fin de la nuit, Scheherazade, s'étant réveillée à la voix de sa sœur, se prépara à lui donner la satisfaction qu'elle demandait, en achevant l'histoire du roi des îles Noires. Elle commença de cette sorte. Le roi, demi-marbre et demi-homme, continua de raconter son histoire au sultan. « Après, dit-il, que la cruelle magicienne, indigne de porter le nom de reine, m'eut ainsi métamorphosée et fait passer en cette salle par un autre enchantement, elle détruisit ma capitale, qui était très florissante et fort peuplée. Elle anéantit les maisons, les places publiques et les marchés, et en fit l'étang et la campagne déserte que vous avez pu voir. Les poissons des 4 couleurs qui sont dans l'étang sont les 4 sortes d'habitants de différentes religions qui la composaient. Les blancs étaient les musulmans, les rouges les Perses, adorateurs du feu, les bleus les chrétiens, les jaunes les juifs. Les 4 collines étaient les 4 îles qui donnaient le nom à ce royaume. J'appris tout cela de la magicienne, qui, pour comble d'affliction, m'annonça elle-même ses effets de sa rage. Ce n'est pas tout encore. Elle n'a point borné sa fureur à la destruction de mon empire et à ma métamorphose. Elle vint chaque jour me donner, sur les épaules nues, 100 coups de nerfs de bœuf, qui me mettent tout en sang. Quand ce supplice est achevé, elle me couvre d'une grosse étoffe de poils de chèvre et met par-dessus cette robe de brocart que vous voyez, non pour me faire honneur, mais pour se moquer de moi. En cet endroit de son discours, le jeune roi des îles Noires ne put retenir ses larmes, et le sultan n'y eut le cœur si serré qu'il ne put prononcer une parole pour le consoler.
Peu de temps après, le jeune roi, levant les yeux au ciel, s'écria « Puissant créateur de toutes choses, je me soumets à vos jugements et aux décrets de votre providence. Je souffre patiemment tous mes maux, puisque telle est votre volonté. Mais j'espère que votre bonté infinie m'en récompensera. » Le sultan, attendri par le récit d'une histoire si étrange et animé à la vengeance de ce malheureux prince, lui dit « Apprenez-moi où se retire cette perfide magicienne, et où peut-être cet indigne amant qui est enseveli avant sa mort. »« Seigneur, lui répondit le prince, l'amant, comme je vous l'ai déjà dit, est au palais des larmes, dans un tombeau en forme de dôme, et ce palais communique à ce château du côté de la porte. Pour ce qui est de la magicienne, je ne puis vous dire précisément où elle se retire, mais tous les jours, au lever du soleil, elle va visiter son amant, après avoir fait sur moi la sanglante exécution dont je vous ai parlé. Et vous jugez bien que je ne puis me défendre d'une si grande cruauté. Elle lui porte le breuvage, seul aliment avec quoi, jusqu'à présent, elle l'a empêché de mourir, et elle ne cesse de lui faire des plaintes sur le silence qu'il a toujours gardé depuis qu'il est blessé. « Prince, qu'on ne peut assez plaindre, repartit le sultan. On ne saurait être plus vivement touché de votre malheur que je le suis. Jamais rien de si extraordinaire n'est arrivé à personne, et les auteurs qui feront votre histoire auront l'avantage de rapporter un fait qui surpasse tout ce qu'on a jamais écrit de plus surprenant. Il n'y manque qu'une chose, c'est la vengeance qui vous est due. Mais je n'oublierai rien pour vous la procurer. » En effet, le sultan, en s'entretenant à ce sujet avec le jeune prince, après lui avoir déclaré qui il était et pourquoi il était entré dans ce château, imagina un moyen de le venger qu'il lui communiqua. Il convint des mesures qu'il y avait à prendre pour faire réussir ce projet, dont l'exécution fut remise au jour suivant. Cependant, la nuit étant fort avancée, le sultan prit quelque repos. Pour le jeune prince, il la passa à son ordinaire, dans son insomnie continuelle, car il ne pouvait dormir depuis qu'il était enchanté. Mais avec quelque espérance néanmoins d'être bientôt délivré de ses souffrances. Le lendemain, le sultan se leva dès qu'il fut jour, et pour commencer à exécuter son dessein, il cacha dans un endroit son habillement de dessus qui l'aurait embarrassé, et s'en alla au palais des larmes. Il le trouva éclairé d'une infinité de flambeaux de cire blanche, et il sentit une odeur délicieuse qui sortait de plusieurs cassolettes de fin or et d'un ouvrage admirable, toutes rangées dans un fort bel ordre. D'abord qu'il aperçut le lit où le noir était couché, il tira son sabre et ôta, sans résistance, la vie à ce misérable, dont il traîna le corps dans la cour du château et le jeta dans un puits. Après cette expédition, il alla se coucher dans le lit du noir, mit son sabre près de lui sous la couverture, et y demeura pour achever ce qu'il avait projeté. La magicienne arriva bientôt. Son premier soin fut d'aller dans la chambre où était le roi des îles Noires, son mari. Elle le dépouilla et commença par lui donner sur les épaules 100 coups de nerfs de bœuf, avec une barbarie qui n'a point d'exemple. Le pauvre prince avait beau remplir le palais de ses cris et la conjurer de la manière du monde la plus touchante d'avoir pitié de lui, la cruelle ne cessa de le frapper qu'après lui avoir donné les 100 coups. « Tu n'as pas eu compassion de mon amant, lui disait-elle. Tu n'en dois point attendre de moi. » Scheherazade aperçut le jour en cet endroit, ce qui l'empêcha de continuer son récit. « Mon Dieu, ma sœur, dit Dinarzade, voilà une magicienne bien barbare. Mais en demeurerons-nous là, et ne nous apprendrez-vous pas si elle reçut le châtiment qu'elle méritait ? » Ma chère sœur, répondit la sultane, je ne demande pas mieux que de vous l'apprendre demain, mais vous savez que cela dépend de la volonté du sultan. Après ce que Schahriar venait d'entendre, il était bien éloigné de vouloir faire mourir Scheherazade. Au contraire, je ne veux pas lui ôter la vie, disait-il en lui-même. Qu'elle n'ait achevé cette histoire étonnante. Quand le récit en devrait durer 2 mois, il sera toujours en mon pouvoir de garder le serment que j'ai fait. 26e nuit. Sire, reprit Scheherazade, après que la magicienne eut donné 100 coups de nerfs de bœuf au roi son mari,
Elle le revêtit du gros habillement de poil de chèvre et de la robe de brocart par-dessus. Elle alla ensuite au palais des larmes, et en y entrant, elle renouvela ses pleurs, ses cris et ses lamentations. Puis, s'approchant du lit où elle croyait que son amant était toujours, « Quelle cruauté !» s'écria-t-elle, « d'avoir ainsi troublé le contentement d'une amante aussi tendre et aussi passionnée que je le suis. Ô toi qui me reproches que je suis trop inhumaine quand je te fais sentir les effets de mon ressentiment. Cruel prince, ta barbarie ne surpasse-t-elle pas celle de ma vengeance? Ah, traître, en attendant à la vie de l'objet que j'adore, ne m'as-tu pas ravi la mienne? Hélas, ajouta-t-elle en adressant la parole au sultan, croyant parler au noir. Mon soleil, ma vie, garderez-vous toujours le silence? Êtes-vous résolu à me laisser mourir sans me donner la consolation de me dire encore que vous m'aimez? Mon âme, dites-moi au moins un mot, je vous en conjure. Alors le sultan, feignant de sortir d'un profond sommeil et contrefaisant le langage des Noirs, répondit à la reine d'un ton grave. Il n'y a de force et de pouvoir qu'en Dieu seul, qui est tout-puissant. À ces paroles, la magicienne, qui ne s'y attendait pas, fit un grand cri pour marquer l'excès de sa joie. « Mon cher Seigneur, s'écria-t-elle, ne me trompais-je pas? Est-il bien vrai que je vous entends et que vous me parlez? » Malheureuse, reprit le sultan, es-tu digne que je réponde à tes discours? Et pourquoi, répliqua la reine, me faites-vous ce reproche? Les cris, repartit-il, les pleurs et les gémissements de ton mari, que tu traites tous les jours avec tant d'indignité et de barbarie, m'empêchent de dormir nuit et jour. Il y a longtemps que je serais guérie et que j'aurais recouvré l'usage de la parole si tu l'avais désenchantée. Voilà la cause de ce silence que je garde et dont tu te plains. Eh bien, dit la magicienne, pour vous apaiser, je suis prête à faire ce que vous me commanderez. Voulez-vous que je lui rende sa première forme? Oui, répondit le sultan, et hâte-toi de le mettre en liberté, afin que je ne sois plus incommodée de ses cris. La magicienne sortit aussitôt du palais des larmes. Elle prit une tasse d'eau et prononça dessus des paroles qui la firent bouillir, comme si elle eût été sur le feu. Elle alla ensuite à la salle où était le jeune roi, son mari. Elle jeta de cette eau sur lui en disant « Si le Créateur de toutes choses t'a formé tel que tu es présentement, ou s'il est en colère contre toi, ne change pas. Mais si tu n'es dans cet état que par la vertu de mon enchantement, reprends ta forme naturelle et redeviens tel que tu étais auparavant. » À peine eut-elle achevé ces mots que le prince, se retrouvant dans son premier état, se leva librement, avec toute la joie qu'on peut s'imaginer, et il en rendit grâce à Dieu. La magicienne, reprenant la parole, « Va, lui dit-elle, éloigne-toi de ce château et n'y reviens jamais, ou bien il t'en coûtera la vie. » Le jeune roi, cédant à la nécessité, s'éloigna de la magicienne sans répliquer et se retira dans un lieu écarté, où il attendit impatiemment le succès du dessein dont le sultan venait de commencer l'exécution avec tant de bonheur. Cependant, la magicienne retourna au palais des larmes, et en entrant, comme elle croyait toujours parler au noir, « Cher amant, lui dit-elle, j'ai fait ce que vous m'avez ordonné. Rien ne vous empêche de vous lever et de me donner par là une satisfaction dont je suis privée depuis si longtemps. » Le sultan continua de contrefaire le langage des Noirs. « Ce que tu viens de faire, répondit-il d'un ton brusque, ne suffit pas pour me guérir. Tu n'as ôté qu'une partie du mal. Il en faut couper jusqu'à la racine. » « Mon aimable Noir, reprit-elle, qu'entendez-vous par la racine? »« Malheureuse, repartit le sultan. Ne comprends-tu pas que je veux parler de cette ville et de ses habitants, et des 4 îles que tu as détruites par des enchantements? Tous les jours à minuit, les poissons ne manquent pas de lever la tête hors de l'étang et de crier vengeance contre moi et contre toi. Voilà le véritable sujet du retardement de ma guérison. Va promptement rétablir les choses en leur premier état, et à ton retour, je te donnerai la main, et tu m'aideras à me lever. » La magicienne, remplie de l'espérance que ces paroles lui firent concevoir, s'écria, transportée de joie. « Mon cœur, mon âme, vous aurez bientôt recouvré votre santé, car je vais faire tout ce que vous me commandez. »
En effet, elle partit dans le moment, et lorsqu'elle fut arrivée sur le bord de l'étang, elle prit un peu d'eau dans sa main et en fit une aspersion dessus. Scheherazade, en cet endroit, voyant qu'il était jour, n'en voulut pas dire davantage. Dinarzade dit à la sultane: « Ma sœur, j'ai bien de la joie de savoir le jeune roi des 4 îles noires désenchantées, et je regarde déjà la ville et les habitants comme rétablis en leur premier état. Mais je suis en peine d'apprendre ce que deviendra la magicienne. » « Donnez-vous un peu de patience, répondit la sultane. Vous aurez demain la satisfaction que vous désirez, si le sultan, mon seigneur, veut bien y consentir. Schahriar, qui, comme on l'a déjà dit, avait pris son parti là-dessus, se leva pour aller remplir ses devoirs. 27e nuit. Scheherazade se mit à raconter quel fut le sort de la reine magicienne en ces termes. La magicienne, ayant fait l'aspersion, n'eut pas plutôt prononcé quelques paroles sur les poissons et sur l'étang que la ville reparut à l'heure même. Les poissons redevinrent hommes, femmes ou enfants, mahométans, chrétiens, persans ou juifs, gens libres ou esclaves. Chacun reprit sa forme naturelle. Les maisons et les boutiques furent bientôt remplies de leurs habitants, qui y trouvèrent toutes choses dans la même situation et dans le même ordre où elles étaient avant l'enchantement. La suite nombreuse du sultan, qui se trouva campée dans la plus grande place, ne fut pas peu étonnée de se voir en un instant au milieu d'une ville belle, vaste et bien peuplée. Pour revenir à la magicienne, dès qu'elle eut fait ce changement merveilleux, elle se rendit en diligence au palais des larmes pour en recueillir le fruit. « Mon cher seigneur, s'écria-t-elle en entrant, je viens me réjouir avec vous du retour de votre santé. J'ai fait tout ce que vous avez exigé de moi. Levez-vous donc et me donnez la main. » « Approchez, lui dit le sultan, en contrefaisant toujours le langage des Noirs. Elle s'approcha. « Ce n'est pas assez, reprit-il. Approche-toi davantage. » Elle obéit. Alors, il se leva, et la saisit par le bras si brusquement qu'elle n'eut pas le temps de se reconnaître. Et d'un coup de sabre, il sépara son corps en 2 parties qui tombèrent, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Cela étant fait, il laissa le cadavre sur la place, et sortant du palais des larmes, il alla trouver le jeune prince des îles Noires, qui l'attendait avec impatience. « Prince, lui dit-il en l'embrassant, réjouissez-vous, vous n'avez plus rien à craindre, votre cruel ennemi n'est plus. » Le jeune prince remercia le sultan d'une manière qui marquait que son cœur était pénétré de reconnaissance, et pour prix de lui avoir rendu un service si important, il lui souhaita une longue vie, avec toutes sortes de prospérités. « Vous pouvez désormais, lui dit le sultan, demeurer paisible dans votre capitale, à moins que vous ne vouliez venir dans la mienne, qui en est si voisine. Je vous y recevrai avec plaisir, et vous n'y serez pas moins honoré et respecté que chez vous. »« Puissant monarque, à qui je suis si redevable, répondit le roi. Vous croyez donc être fort près de votre capitale ? » ?»« Oui, répliqua le sultan, je le crois. Il n'y a pas plus de 4 ou 5 heures de chemin. »« Il y a une année entière de voyage, reprit le jeune prince. Je veux bien croire que vous êtes venu ici de votre capitale dans le peu de temps que vous dites, parce que la mienne était enchantée. Mais depuis qu'elle ne l'est plus, les choses ont bien changé. Cela ne m'empêchera pas de vous suivre, quand ce serait pour aller aux extrémités de la terre. Vous êtes mon libérateur, et pour vous donner toute ma vie des marques de ma reconnaissance, je prétends vous accompagner, et j'abandonne sans regret mon royaume. » Le sultan fut extraordinairement surpris d'apprendre qu'il était si loin de ses états, et il ne comprenait pas comment cela se pouvait faire. Mais le jeune roi des îles Noires le convainquit si bien de cette possibilité qu'il n'en douta plus. « Il n'importe, reprit alors le sultan. La peine de m'en retourner dans mes états est suffisamment récompensée par la satisfaction de vous avoir obligé et d'avoir acquis un fils en votre personne. Car, puisque vous voulez bien me faire l'honneur de m'accompagner et que je n'ai point d'enfant, je vous regarde comme tel, et je vous fais dès à présent mon héritier et mon successeur. » L'entretien du sultan et du roi des îles Noires se termina par les plus tendres embrassements. Après quoi,
Le jeune prince ne songea qu'aux préparatifs de son voyage. Ils furent achevés en 3 semaines, au grand regret de toute sa cour et de ses sujets, qui reçurent de sa main un de ses proches parents pour leur roi. Enfin, le sultan et le jeune prince se mirent en chemin avec 100 chameaux chargés de richesses inestimables, tirés des trésors du jeune roi, qui se fit suivre par 50 cavaliers bien faits, parfaitement montés et équipés. Leur voyage fut heureux, et lorsque le sultan, qui avait envoyé des courriers pour donner avis de son retardement et de l'aventure qui en était la cause, fut près de sa capitale, les principaux officiers qui l'y avaient laissé vinrent le recevoir et l'assurèrent que sa longue absence n'avait apporté aucun changement dans son empire. Les habitants sortirent aussi en foule, le reçurent avec de grandes exclamations et firent des réjouissances qui durèrent plusieurs jours. Le lendemain de son arrivée, le sultan fit à tous ses courtisans assemblés un détail fort ample des choses qui, contre son attente, avaient rendu son absence si longue. Il leur déclara ensuite l'adoption qu'il avait faite du roi des 4 îles Noires, qui avait bien voulu abandonner un grand royaume pour l'accompagner et vivre avec lui. Enfin, pour reconnaître la fidélité qu'ils lui avaient tous gardée, il leur fit des largesses proportionnées au rang que chacun tenait à sa cour. Pour le pêcheur, comme il était la première cause de la délivrance du jeune prince, le sultan le combla de biens et le rendit, lui et sa famille, très heureux le reste de leurs jours. Scheherazade finit là le conte du pêcheur et du génie. Dinarzade lui marqua qu'elle y avait pris un plaisir infini, et Schahriar, lui ayant témoigné la même chose, elle leur dit qu'elle en savait un autre, qui était encore plus beau que celui-là, et que si le sultan le lui voulait permettre, elle le raconterait le lendemain, car le jour commençait à paraître. Schahriar, se souvenant du délai d'1 mois qu'il avait accordé à la sultane, et curieux d'ailleurs de savoir si ce nouveau conte serait aussi agréable qu'elle le promettait, se leva dans le dessein de l'entendre la nuit suivante. Et bienvenue sur le 4e vlog lecture sur les 1001 nuits. C'est sur les nuits de 18 à 27 et ça vient clore 2 contes en même temps, à la fois le conte du pêcheur et du génie et celui du sultan et du roi des îles Noires. Et je vous avais parlé, il me semble dans le précédent vlog, je vous ai dit que j'avais des livres des 1001 nuits. Et que j'avais que le 3e parce que les autres sont probablement dans mon étagère chez mes beaux-parents. Bref, voici la bête. Alors c'est une édition de Maxi Poche. Alors de mémoire, j'ai dû l'acheter chez Maxi Livre qui était... je sais pas si ça existe encore ces magasins-là d'ailleurs. Ils faisaient Maxi Livre ou Boucan qui faisait pas mal de bouquins, notamment d'art, de contes, légendes, etc. qui n'étaient pas très chers, même les grands. Et bref, c'est la petite intégrale comme ça, je les avais achetées là-bas. Par contre, du coup, c'est pas du tout coupé de la même manière que l'édition que je suis en train de lire d'Antoine Galland. Là, je vous montre vite fait. Attendez, ça va pas être évident. Donc c'est bien une traduction d'Antoine Galland. Et ça a été publié en 1996 chez Booking International Paris. Mais je vais plutôt le faire comme ça va m'éviter de... Donc là, on commence sur l'histoire de Kamara... Oh là, ça va être dur à dire ça. Camaralzaman. En fait, je vais vous montrer la table des matières. Donc je ne vais pas dire le chiffre romain parce que c'est du trop gros chiffre, je n'arriverai pas à le lire. Voilà, donc il y a, vous voyez, c'est pas un énorme bouquin, mais donc c'est pas foutu pareil. Parce que moi j'ai sur le livre numérique que j'ai, c'est des chapitres qui sont beaucoup plus courts. Je pense qu'au grand maxi, j'ai dû lire 10-12 pages. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de trahisons de femmes dans les 1001 nuits, enfin les trahisons de la tromperie conjugale. Ça, je vous avouerai que ça commence un peu à m'agacer.
Je ne sais pas si c'est un truc qu'on va voir beaucoup encore. On peut se dire que ça se justifie quand même par le fait que l'histoire de base, l'histoire cadre, c'est celle de Shahryar et de son frère Shahzenan. Je ne suis pas sûre qu'on va le revoir lui, qui ont été tous deux trompés par leurs femmes respectives et qui l'ont tous deux tué, ainsi que leur amant, que leurs amants. Et en quelque sorte, Scheherazade, elle vient ici pour un peu casser la folie du roi qui épouse chaque nuit, avant elle, hein, qui épouse chaque nuit une nouvelle femme pour la faire tuer par le vizir le matin, quand le jour s'est levé. Et je vois un petit peu Scheherazade comme essayant de, pas forcément de conquérir le sultan tout de suite. Elle essaye, je pense, de le réparer. De réparer sa confiance qui est brisée, parce qu'il a un petit peu mis toutes les femmes dans le même sac de ces femmes qui ont trompé. Mais ces femmes qui semblaient quand même aimer cet amant. Donc, est-ce qu'il peut pas y... Pardon, petit micro. Est-ce qu'il peut pas y avoir un petit... Je suis pas sûre qu'il y ait une critique du mariage arrangé, parce que c'est des récits qui sont très très anciens, c'est des récits qui concernent des personnes qui dirigent des pays. Donc moi j'imagine que dans cette population-là de gens de pouvoir, ils n'allaient pas épouser une paysanne. C'était des mariages arrangés pour que le pouvoir reste entre les mêmes mains, entre les mêmes familles. Un peu comme, un peu partout en fait dans le monde, hein, ce qui s'est passé dans les monarchies européennes, etc., où il y a eu tellement de croisements entre guillemets entre des personnes d'une même famille, des mariages entre cousins, recousins, etc., qu'on a pu avoir des rois qui avaient quand même de sacrés handicaps, maladies, difficultés intellectuelles, hein, neurologiques. Ouais, du coup, je suis assez dubitative. J'espère qu'il ne va pas y avoir beaucoup trop d'histoires encore avec des femmes qui trompent, qui finissent par être tuées. Parce que même si j'ai quand même du recul par rapport à ces récits qui datent vraiment, et qui sont des contes. Donc, les contes, ça n'existe pas, entre guillemets. Mais ça transmet quand même une certaine manière de penser qui... probablement 1000 ans après, là, ça me gêne un petit peu. Mais après, c'est juste une impression sur le coup. Et ça reste par contre complètement cohérent avec l'histoire de Shahryar, de son épouse et de Scheherazade, en fait, qui essaye de peut-être satisfaire le désir de vengeance qui est encore là, je pense. Il est clairement encore là, ce désir de vengeance. Parce que Shahryar, il épouse des femmes, il ne leur donne qu'une nuit et il les bute. Et Scheherazade, par contre, qui a de l'astuce, qui sait manier les mots, qui connaît plein d'histoires, peut-être même qu'elle les invente, elle est là, je pense, pour peut-être d'abord assouvir ce désir de vengeance qui doit encore bouillonner chez Shahryar. Et peut-être qu'après, les contes vont un petit peu s'adoucir ou être sur autre chose pour le divertir, pour lui redonner confiance aussi peut-être en une femme, en elle. C'est ce que j'espère. Parce que j'ai été farfouiller un petit peu sur le net pour savoir ce qui allait arriver à Scheherazade. Et j'ai vu 2 trucs différents. Donc j'aimerais quand même bien qu'elle ne se fasse pas buter au bout de 4 volumes parce que ça va me gonfler, je pense. Mais bref, je trouve quand même ce mode de transmission de contes qui sont racontés par quelqu'un dans un récit cadre, qui est un autre conte, vachement intéressant. Parce que ça fait pas juste un recueil de... là, il va y avoir la petite sirène, il y a les chapitres suivants, c'est le chapeauté, etc. Je fais un gros mélange, hein, mais on s'en fout. C'était pour l'exemple. Donc, je suis vraiment fan des histoires de récits cadres comme ça, et je serais assez curieuse de découvrir ce procédé de narration dans d'autres livres. Donc j'avais trouvé des exemples sur une fiche Wikipédia, j'irai faire fouiller. Et du coup,
Attendez, j'ai pris quelques notes rapidement. Je regarde sur mon téléphone. Parce que, bon, je pense que ça sera une fois que j'aurai quand même bien avancé dans la lecture des Mille et une nuits, donc voire même... Je pense que je ne vais pas finir d'un coup le premier tome des Mille et une nuits parce que je commence à fatiguer là. Pourtant, j'ai fait que 4 nuits. Enfin, 4 nuits. J'ai fait 4 soirées d'enregistrement sur les Mille et une nuits. Il y a eu l'introduction, la nuit 1 à 8, la nuit 9 à 17, et là c'est la nuit 18 à 27. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 vlogs lecture. Des êtres magiques, on va dire, qui peuvent ressembler, enfin qui sont anthropomorphes. On a déjà eu plusieurs génies, des djinns sans doute. On a eu une ogresse, on a bien eu plusieurs magiciennes, on a eu une fée aussi. En objet magique, j'ai pas noté beaucoup. Enfin, le seul truc que j'ai repéré là, vraiment un objet qui est. Ah bah, il y a la lampe, enfin pas la lampe, le vase du génie, il y a la baguette de bois. Donc j'ai découvert qu'il y avait qu'il y aura des figures historiques, mais ce sera plus tard, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Et pour le moment, en termes de thème, je pensais aussi à tout ce qui était autour de la fidélité conjugale de l'épouse. C'est comme ça que je l'ai noté, hein, mais grosso merdo, vous allez le comprendre. Et je vois quand même aussi la peur de l'étranger. Là, il me semble que pour le premier tome, ce sont des récits perses. Et les Perses, ils parlent... Enfin... Ce sont des récits perses. Alors, il me semble que la mention des Noirs, c'était dans le tout premier récit, donc l'introduction, les chroniques des Sassanides, sur Shahryar et Shahzenan, pardon, où c'est pas la femme de Shahzenan, mais celle de Shahryar, donc le sultan de Scheherazade, qui couchait avec des Noirs, hein, qui avait un amant noir. Et là aussi, l'épouse du roi des îles d'été était aussi avec un Noir des Indes. Donc, visiblement, ici, les Noirs sont plus les Noirs qui viennent de... Donc les Indes, je dirais que c'est les pays autour de l'Inde, etc. Ça a l'air d'être ça. Je vérifierai, hein. J'irai faire fouiller. C'est juste des idées que je balance comme ça. Il y a pas mal de choses aussi autour des enchantements. Il y a aussi la religion aussi qui les porte. Il me semble bien que c'est la première fois qu'avant que le jour n'arrive, Scheherazade termine un conte. Parce que dans toutes les nuits précédentes, l'histoire était en cours. Sauf que là, l'histoire est terminée. Et elle promet un nouveau conte qui sera encore meilleur le lendemain. Mais il me semble bien que c'est la première fois qu'elle n'amorce pas au moins une toute petite phrase sur le conte suivant. Donc, enfin, je ne l'ai peut-être pas remarqué, hein, mais c'est l'impression que j'ai. Et je me dis, soit elle commence à prendre la confiance, mais enfin, je pense que Scheherazade est très sûre d'elle comme personnage. Je pense qu'elle le sait. Je ne sais pas si on va avoir plus de background sur elle, si on va savoir par exemple comment elle en connaît autant des contes, est-ce qu'elle les invente ces contes, mais parce que c'est quand même Mille et une nuits, attends, ça fait quasiment 3 ans hein, que je calcule, oui, ça devait être intenable. Et en fait, le fait qu'on ait absolument aucune idée de ce qui se passe dans la journée pour Scheherazade, j'ai l'impression que le sultan, il va qu'à ses occupations, il s'occupe de son royaume, il reçoit ses gens, etc. Mais elle fait quoi Scheherazade du coup dans la journée? Et elle fait quoi Dinarzade dans la journée? Est-ce qu'elles sont toutes les deux en train de flipper à mort pour la nuit qui arrive et surtout pour le matin? Ça, c'est aussi une idée intéressante à imaginer. Qu'est-ce que font ces deux femmes qui sont quand même plus ou moins jetées en pâture au sultan, même si Scheherazade s'est dévouée pour reprendre cette place, qu'elle a demandé à sa sœur de l'assister. Sa sœur, a priori, elle n'a pas de danger, sauf si le sultan l'épouse après avoir fait tuer Scheherazade par le vizir qui est leur père. Le truc pas compliqué du tout.
Donc voilà, je vais probablement faire peut-être 1 ou 2 soirées d'enregistrement encore avant de faire une pause parce que là je commence à sentir une fatigue là-dessus. Et j'ai jeté un œil à Carmilla de John Sheridan Le Fanu qui est il me semble bien, le premier roman qui a parlé de vampires, 30 ans après Bram Stoker, qui est un petit peu vendu entre guillemets Bram Stoker comme étant le père des vampires. Mais bref, Carmilla, j'ai jeté un œil, c'est un e-book aussi, qui est aussi libre de droit. Et c'est un tout petit bébé, enfin, je crois qu'il y a 17-18 chapitres. Il fait même pas 200 pages. Je pense que je vais le faire aussi pour me varier un peu. Et je reviendrai sur le tome 2 de Raison et Sentiment. Sensibilité. Raison et sensibilité. Donc voilà. J'espère que cette aventure vous plaît toujours autant. Je commence à réfléchir un petit peu aussi, comme je vous l'ai dit, là sur des vidéos à faire sur des thématiques ou des personnages enfin des thématiques des mille et une nuits. Je trouve ça toujours aussi intéressant à étudier et voilà. Il y avait du bruit dans le salon. Je me suis demandé ce que c'était. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, nuit, matinée, journée, selon où vous en êtes. Moi, il est 23h51, je vais arrêter là. À tout bientôt pour la prochaine.